Bonjour à toutes et à tous. L'animation nationale et interdome des réseaux d'innovation et de transfert agricole dans les Outre-mer français, qui est menée par le CIRAD et l'ACTA, est heureuse de vous accueillir à ce webinaire, le premier que nous souhaitons d'une longue série. Ce cycle de webinaires est organisé dans le cadre du projet Transagridom, financé par le ministère en charge de l'agriculture et par l'Europe. Le webinaire d'aujourd'hui, qui est intitulé Gestion agroécologique des systèmes de culture, exemple à La Réunion et en Haute-Garonne, va se dérouler en 2 temps. Tout d'abord, nous allons avoir 3 présentations successives, donc par Jean-Philippe Deguine, chercheur agroécologue entomologiste au CIRAD, Pierre Besse, producteur maraîcher en Haute-Garonne, puis Luc Van Nuffel, agronome responsable de la cellule environnement à la Chambre d'agriculture de La Réunion. Pendant les présentations, vous êtes invités à poser des questions sur le chat qui est figuré par les 2 bulles entrecroisées et un point d'interrogation en haut de votre écran. Le chat est modéré, les questions ne seront pas rendues publiques dans le chat, mais elles seront ensuite posées par l'équipe d'animation lors de la deuxième partie du webinaire. Donc, sans plus attendre, je vais donc passer la parole au premier intervenant, Jean-Philippe Deguine. Bonjour à tous et à toutes. Je vais faire une brève introduction pour présenter la cohérence et la complémentarité de nos 3 exposés. D'abord en rappelant contextuellement les limites de l'agriculture industrielle, qu'on appelle de temps en temps l'agriculture conventionnelle, bref, qui dégrade la santé du sol et la biodiversité, qui sont 2 piliers importants du fonctionnement écologique des agrosystèmes, et qui a une grande dépendance vis-à-vis des intrants externes, en particulier les engrais minéraux et puis les pesticides. Diapo, Jean-Marc. Voilà, l'agroécologie, en fait, consiste à appliquer les principes de l'écologie aux agrosystèmes et principalement à améliorer, à optimiser le fonctionnement écologique de ces systèmes. Et donc, on pourrait dire qu'elle vise à rendre plus sains, en meilleure santé, les agrosystèmes. Et dans une acception plus large, l'agroécologie va jusqu'à contribuer à une bonne santé des systèmes alimentaires. J'en profite pour faire un rappel au concept très à la mode, mais combien pertinent, de une santé, qui cherche à intégrer les santé humaines, animales, des plantes et des écosystèmes. Aujourd'hui, ce concept intègre relativement bien les aspects de santé humaine et animale, un peu moins bien et moins souvent la santé des écosystèmes, et encore plus rarement la santé des plantes. Et donc la protection des cultures est pourtant directement concernée. Diapo. Voilà quelques caractéristiques rapides, on n'a pas beaucoup de temps pour s'attarder dessus, mais sur l'agroécologie, ce qui en fait les fondements, on l'a déjà évoqué par rapport à l'agriculture industrielle, favoriser la biodiversité, favoriser la santé du sol, adopter une démarche de prévention et non pas une démarche curative, et puis adopter une approche systémique et participative dans laquelle les agriculteurs sont les principaux concernés. Diapo. Voilà, ça c'est une diapo que j'ai empruntée à mon collègue et ami Jean-Noël Oberto d'INRAE, qui représente de manière un peu caricaturale quelques piliers de l'agroécologie. Donc ce que je viens de vous dire, biodiversité, santé du sol, prévention et action participative. Et en fait, ce sont les 3 piliers qu'on va tous les trois exposants allons développer dans les exposés qu'on va faire tout de suite. Diapo. Voilà, alors les trois présentateurs ont été présentés, je n'y reviens pas. Diapo. Avec des fonctions différentes. Diapo. Des localisations différentes, essentiellement à La Réunion, Luc et moi, et puis en Haute-Garonne, à côté de Toulouse, pour Pierre. Diapo. Et donc on va développer 3 thématiques qui sont nos 3 entrées, qui sont complémentaires. Moi je vais vous parler de protection des cultures, Pierre va vous parler de gestion agroécologique maraîchère, et Luc va s'attarder plutôt sur des aspects de transition, de transfert auprès des professionnels. Diapo. Et donc les trois thématiques qu'on va chacun aborder sont biodiversité, santé du sol,
prévention et action participative. Diapositive. Donc ça, c'est mon exposé, après cette brève introduction, mon exposé donc, qui va porter sur la protection agroécologique des cultures. Voilà, un rappel sur la protection agrochimique, pour dire simplement, très rapidement, que depuis 60 ans, depuis l'avènement de l'IPM, de la protection intégrée, eh bien, l'utilisation des pesticides chimiques n'a fait que croître. Elle continue à croître et donc pose de sérieux problèmes en matière de ce qu'on a vu tout à l'heure, de dégradation de la santé du sol, de la biodiversité et de cette dépendance vis-à-vis des pesticides chimiques. Diapo. Si on fait un bilan, il est assez triste en termes d'efficacité de cette protection agrochimique, de coûts, d'impact sur l'environnement, sur la santé. Et pour un agroécologue, j'insisterai sur les dysfonctionnements écologiques des agrosystèmes. Et puis évidemment, des répercussions de plus en plus décriées sur des changements plus globaux, le changement climatique, mais aussi le développement par exemple, de zoonoses virales, etc., de bien-être animal, etc. Voilà. Alors, sur la protection agroécologique des cultures, on peut dire que c'est simple, c'est l'application des principes de l'agroécologie à la protection des cultures. Donc, dans le même ordre d'idées que ce que je vous ai dit auparavant, la protection agroécologique des cultures vise à favoriser la biodiversité, que là j'ai appelé communauté végétale et communauté animale dans les agrosystèmes, la santé du sol, d'adopter des mesures préventives en priorité, une démarche systémique et participative, et puis je rajoute des échelles élargies, échelle spatiale, échelle temporelle, mais également échelle de gestion, un peu plus nouveau, sur des échelles de gestion collective, notamment par les praticiens. Diapo. Voilà. La protection agroécologique des cultures se décline en une stratégie opérationnelle sur le terrain. J'ai évidemment pas le temps de développer ça, mais je serai prêt à répondre à toutes vos questions. Elle a un certain nombre de principes. D'abord, un principe d'ordonnancement des pratiques, chaque pratique devant être mise en œuvre après une autre pratique dans un ordre bien défini à l'avance, avec comme fil conducteur l'écologie et non pas d'autres critères, et puis dans une démarche préventive. Cette stratégie est totalement générique, mais évidemment, elle doit être affinée pour s'adapter aux spécificités locales. Elle doit prendre en compte les mesures réglementaires. Les mesures réglementaires jusqu'à peu étaient principalement orientées vers les restrictions ou les conditions d'utilisation des pesticides, et de plus en plus, elles s'attachent à des mesures que je qualifierais plutôt d'agronomiques ou d'environnementales, de respect de l'environnement. Cette stratégie, elle commence, c'est important, par exactement l'inverse de ce qui est pratiqué aujourd'hui dans 95% des cas de protection des cultures dans le monde, c'est-à-dire qu'elle commence par l'arrêt des traitements chimiques. Et les traitements chimiques, vous allez le voir à la fin, sont tout à fait envisageables, même si le but ultime, c'est évidemment de se passer totalement des pesticides, mais on peut utiliser des pesticides chimiques comme des mesures curatives en tout dernier ressort, la priorité étant totalement axée sur les mesures préventives. Diapositive. Alors, plutôt que de développer et de vous montrer de grandes choses, je vais vous montrer simplement quelques photos de pratiques. Alors, par exemple, ici, dans des vergers de manguiers à La Réunion, le passage progressif de vergers herbicidés avec des sols nus, avec beaucoup de dégradation, à des vergers avec des couverts végétaux permanents, comme on peut le voir sur cette diapositive. Une deuxième diapositive avec, sur la gauche, des pratiques qui sont de l'ordre de l'insertion de biodiversité végétale dans les agrosystèmes, l'association de cultures, des plantes de bordure qui peuvent être par exemple utilisées comme des plantes pièges pour des bioagresseurs, des plantes, des bandes fleuries par exemple, où on peut utiliser des fleurs comme des plantes refuges pour des auxiliaires ou pour d'autres services écosystémiques comme les pollinisateurs. Vous apercevez, je ne sais pas si vous le voyez bien, un caméléon, donc c'est pour dire restauration de la biodiversité locale. Là, c'est un caméléon à La Réunion. Donc La Réunion, c'est important, fait partie d'un hotspot de biodiversité mondiale. Donc la protection agroécologie et culture contribue à la restauration de cette biodiversité, favorise également les ennemis naturels. Et puis sur la partie droite, vous avez 3 diapos. Luc les développera et expliquera un petit peu plus
que moi, mais c'est un outil qui est assez original, mais ô combien archaïque et ancien et simple à mettre en œuvre, qu'on appelle un augmentorium, qui est à la fois une machine à tuer des bioagresseurs et une machine je dirais, de lutte biologique pour fabriquer des ennemis naturels, par exemple. Diapo, Jean-Marc. Voilà, à partir d'une maille, Luc va vous expliquer ça après, mais on est capable de produire des parasitoïdes qui vont infester des champs et de séquestrer des mouches des fruits. On l'utilise beaucoup sur les mouches des fruits, à l'intérieur de cet augmentorium, de cette tente que vous avez vue. Diapo. Un mot sur le calage de la protection agroécologique dans le temps. Donc c'est un concept qui est conceptualisé depuis une quinzaine d'années et dont les principes sont depuis une dizaine d'années confrontés aux réalités de terrain. Alors dans différentes parties du monde. Moi je vais vous parler en 3 diapos des résultats qui ont été obtenus à La Réunion dans des conditions tropicales de culture intensive, sur des cultures fruitières et sur des cultures maraîchères, et dans des cas où les cultures étaient dans des impasses, les agriculteurs étant dans des impasses environnementales, sociales, économiques, etc. Alors, les principaux résultats, si on doit les résumer, eh bien, c'est d'abord, c'est ce qu'on recherche, c'est de résoudre des problèmes. Donc, les problèmes phytosanitaires mieux résolus, pour certains complètement résolus, un arrêt pratiquement total des traitements de pesticides, des rendements qui sont au moins équivalents, voire supérieurs. Donc, l'a priori de dire que si on supprime les traitements de pesticides réduirait le rendement, c'est un a priori qui est faux. Je ne dis pas qu'il ne peut pas arriver, mais en tout cas, dans certains cas, c'est le contraire qu'on observe, et c'est ce qu'on a observé à La Réunion. Et puis, quelque chose de vraiment important, c'est que les agriculteurs, dans une telle démarche, ne sont plus des objets, mais sont vraiment les acteurs principaux, et ils sont totalement motivés et impliqués dans cette démarche participative. Voilà, augmentation de la biodiversité, on pourrait parler de beaucoup d'autres choses, notamment de réduction des risques pour la santé, etc. Jean-Marc, voilà, un résultat sur la réduction des pesticides à La Réunion. Donc là, on est dans des systèmes de culture à base de manguiers, en utilisant un indicateur qui est l'IFT, indice de fréquence de traitement, qui vise en fait à refléter un petit peu l'utilisation des pesticides. Donc on passe d'un indicateur de 22 à pratiquement, donc ça c'est en culture, en protection agrochimique, à un IFT de l'ordre de 0 en protection agroécologique des cultures. Diapositive. Ça, c'est dans le cadre d'une thèse des résultats qui ont été obtenus sur la biodiversité fonctionnelle. En l'absence de traitement, on a, au bout de 3 ans, recensé, et on est loin d'être exhaustif, à peu près 800 morpho-espèces d'arthropodes. Et sur ces 800 morpho-espèces d'arthropodes, la très grande majorité sont des arthropodes qui sont inoffensifs, soit en particulier utiles. Par exemple, on a sur ces 800 morpho-espèces pratiquement le quart qui sont des espèces de parasitoïdes. Et ça, on doit le comparer à ce qu'on trouvait précédemment en protection chimique, c'est-à-dire une dizaine d'arthropodes qui étaient principalement des ravageurs dont on n'arrivait pas à venir à bout. Et puis dernière diapositive, j'ai oublié de mentionner qu'il s'agissait là alors là, ce sont des cultures maraîchères, c'est des cultures de chouchou, ce qu'on appelle la Christophine dans d'autres DOM, où là, vous avez en bleu des résultats de rendement en protection agrochimique des cultures, et en orange des rendements en protection agroécologique des cultures, donc avec une augmentation du rendement. Voilà, j'en ai terminé pour ma partie. Je serais heureux de répondre aux questions, et c'est à Pierre d'intervenir. Bonjour, merci de l'invitation. Jean-Marc, tu veux mettre la première diapo? Donc voilà, moi j'ai 62 ans et 30 ans derrière moi de carrière de producteur maraîcher à côté de Toulouse. J'ai passé un diplôme d'ingénieur agro en 81 et quelques années après, à la fin des années 80, j'ai assisté à des stages tout premier stage de promotion de la permaculture en France. Et je me suis orienté tout de suite dans cette voie en essayant de
tester la validité de ces hypothèses, non-travail de sol et, disons, recherche des techniques les plus écologiques comme producteur maraîcher. Sur l'image, on voit la moitié à peu près de notre jardin maraîcher. C'est pour vous montrer un peu le cadre écologique dans une région de céréaliculture assez intensive, disons. Il y a beaucoup d'arbres. Là, ce qu'on voit, c'est une partie du jardin qui est sous un verger de noyer, en fait. Donc, c'est un schéma agroforestier. Toute notre propriété n'est pas comme ça, mais enfin, ça donne une idée. C'est une toute petite exploitation de 4 hectares de propriété et 4000 m² seulement de production maraîchère dessus, qui a l'originalité depuis 15 ans de fonctionner sans machine à moteur, à l'exception des pompes pour l'arrosage, avec très peu d'intrants, avec 2 postes de travail pour un total d'environ 3000 heures par an, et 12 tonnes de légumes produits et une vente directe sur place à la ferme en totalité, quoi. Voilà, la diapo suivante, les 2 diapos suivantes, on verra, c'est un peu, voilà, un historique accéléré. Il y a une dizaine d'années, on avait fini par réduire la surface qui était de 2 hectares de légumes au départ, beaucoup trop grand par rapport à ce que je voulais faire en fait, et très peu efficace. On était passé à 5000 m² à peu près, qu'on gérait sur sol nu, sarclé essentiellement à la main avec la houe à pousser ou d'autres outils manuels. Diapo suivante, si tu veux, Jean-Marc. On est passé, il y a une dizaine d'années, donc, à une généralisation de la technique du paillage organique avec de la tonte de gazon, du broyat de bois, livré gratuitement sur la ferme par un jardinier paysagiste de notre village. Ce qui nous a permis d'alléger énormément le travail nécessaire pour l'entretien, pour le désherbage des cultures, et qui nous a permis accessoirement d'associer plus facilement des espèces comme qu'on voit sur la photo en haut, l'oignon et la laitue par exemple. Et puis de là, on est passé assez vite, diapo suivante, à l'introduction des couverts végétaux. Voilà, donc là je vais vous montrer 2 séries d'images. Là, cette première série, c'est une culture de tomates. En fait, les images se succèdent sur un rythme d'1 mois à peu près. Donc, la première, c'est un couvert installé à l'automne qu'on voit ici au mois de février. C'est une planche de radis, un radis d'hiver qu'on utilise comme couvert, dont on reproduit nous-mêmes la semence, en fait, le radis rose de Chine au départ. On le voit à la photo centrale au mois de fin avril, et début mai, quelques jours après, la photo de droite, pardon. On a planté les tomates. Là, la photo est trop petite, on ne le distingue pas, mais on distingue un cordeau bleu au milieu de l'image. Et dessous, les plants de tomates sont installés dans le couvert qu'on a simplement écrasé, foulé au pied. Et ce couvert ayant bien poussé, en fait, il n'y a pas de désherbage à faire. La planche est propre, ni désherbage, ni fertilisation. On plante les tomates qu'on voit ensuite sur la partie gauche de la photo d'en bas au mois d'août. Voilà, diapo suivante. On va voir la fin de cycle de ces tomates. On les voit maintenant au mois de septembre. Puis sur la photo centrale, au mois d'octobre, après arrachage, on distingue les débris de ce couvert qu'on avait écrasé qui n'est pas encore totalement décomposé. Et dans ces débris, début octobre, le jour même où on enlève les tomates, on sème à la volée un peu de radis de nouveau, notre couvert, qu'on voit ensuite pousser pendant l'hiver et qu'on voit tout à fait en fin de la dernière image, le mois d'avril suivant. Donc on a fait une boucle de 12 mois, sans fertilisation, sans apport de fertilisants, sans quasi aucun désherbage, et on est prêt à recommencer pour un cycle suivant. Voilà, donc ça c'est une première option, tomate installée sur couvert couché. L'image suivante, Jean-Marc, si tu veux. C'est un autre cycle, voilà. Un autre cycle qui concerne également une culture d'été à développement puissant. C'est une courge qu'on a installée plusieurs années d'affilée sur des buts très riches en matière organique. On distingue le profil un peu, la photo d'en bas, qui sont couvertes spontanément. C'est une partie de la propriété qui est inondable, raison pour laquelle on a dressé ces petites buttes, pour limiter les risques liés à l'inondation. Et donc là, le couvert, en fait, il est spontané entièrement. C'est essentiellement du gaillet gratteron avec quelques herbes d'hiver qui l'accompagnent, mais que le gaillet domine au printemps. La dernière image en bas à droite, c'est ce couvert fin avril,
qui commence à s'avachir, mais après être monté à plus d'1 mètre de hauteur, et dans lequel, image suivante, on peut faire démarrer une culture de courge. Voilà, on peut faire démarrer une culture de courge par semis direct en place, vers la mi-mai. Sur la photo d'en haut, on distingue des bocaux de conserve tout le long de ces planches de culture qui sont en fait des protections anti-limaces au démarrage, pendant la phase de démarrage des plantes. La photo d'en bas, c'est la culture au mois d'août. Donc là aussi, pas ou très peu de désherbage, pas d'apport de fertilisants. Et image suivante, on va voir la fin du cycle. Voilà, donc la photo en haut au moment de la récolte. Pendant l'hiver, il nous arrive de rapporter du broyat de bois sur les passe-pieds. Mais tout à fait en bas, la dernière image, on voit au bout de 12 mois, on a bouclé le cycle, le Galligratteron est reparti de lui-même. Comme on l'a laissé faire sa graine, il est toujours très abondant et donc l'espace est prêt pour un nouveau cycle. Voilà, donc ça c'est un peu comment dire, notre credo en termes de gestion de la fertilité et d'entretien du sol. Le moins possible d'intervention, pas de travail sinon travail de sol, sinon très superficiel pour certaines cultures. Et le résultat, on l'a là sous forme de 2 profils. Le profil de gauche, le premier, c'est la prairie permanente sur laquelle on s'est installé, dans son état d'origine en quelque sorte. Un profil à environ 3% de matière organique, bien constitué, mais avec un taux de matière organique, disons, normal, entre guillemets. La photo de droite, en fait, c'est une partie du jardin, à peu près la moitié de la surface qu'on cultive, où on a procédé à des apports très conséquents de broyat de bois, qui nous laisse plusieurs années après une couche très riche, autour de 6 à 7% de matière organique sur une vingtaine de centimètres, qui ne donne pas des rendements particulièrement, enfin beaucoup plus élevés, mais qui est plus facile à travailler pour des maraîchers. Voilà, donc quand on apporte de la biomasse, on le fait toujours en surface, on ne l'incorpore jamais, on la laisse se décomposer et s'incorporer spontanément. Diapo suivante. Voilà, maintenant 2 ou 3 graphiques qui nous montrent justement l'état du sol en termes de fertilité, qui nous montre une comparaison entre le sol d'origine où on n'a pas procédé, où on n'a fait aucun apport de matière organique ou aucun apport, disons, significatif, et la partie du jardin où on a fait ces apports très conséquents de broyat de bois. On voit que ça, c'est la disponibilité en nutriments d'après des analyses qui ont été faites en 2017, analyse de sol classique. Et donc, selon les nutriments considérés, là, il y en a 5, enfin 4 nutriments et la capacité d'échange cationique, en fait, la disponibilité du nutriment est multipliée par 2, par 3, par 5, ou voire plus, presque par 10. Simplement, à mon sens, du fait de l'augmentation du niveau d'activité biologique dans ces sols, grâce à la biomasse qu'on a introduite. Diapo suivante ici, c'est simplement, on est centré sur l'azote mobilisé au moment d'un apport massif de broyat de bois, donc là c'est une épaisseur très conséquente, environ 1 mètre. C'est un dépôt de broyat qu'on ne comptait pas cultiver, et comme il était très important en surface, c'était gratuitement, là une entreprise nous avait livré de quoi couvrir environ 1500 mètres carrés d'une épaisseur de bois de près d'1 mètre, d'une quantité de bois broyé de presque 1 mètre d'épaisseur. Pendant les premières années, le moment où le bois se décompose, le milieu est stérile, mais en fait, il se produit une fixation massive d'azote, très probablement, à mes yeux, par les microbes fixateurs libres, hein, puisqu'il n'y a pas de légumineuses dans ce système. Et au bout de 4 à 5 ans, le milieu devient très fertile. C'est une espèce de sursol, de pseudo-sol de 40 ou 50 cm d'épaisseur de bois en cours de décomposition. Et entre l'année 10 et l'année 17, ce compost qui est resté en surface se minéralise. L'azote est, à mes yeux, là aussi, je n'ai pas de quoi le prouver, mais renvoyé à l'atmosphère par dénitrification, sans doute sous forme propre, c'est-à-dire diazote. Rien qui nous laisse penser qu'il y ait des émanations importantes de l'oxyde d'azote. Rien non plus qui nous laisse penser qu'on ait significativement une part de cet azote qui serait perdue par lessivage.
ça c'est des choses qui restent à documenter peut-être, mais c'est simplement l'idée qu'un milieu non perturbé pourvu d'une litière suffisamment épaisse gère l'azote, c'est-à-dire l'introduit dans le système avec un certain délai quand la quantité de carbone est suffisante, et éventuellement le régule et le renvoie à l'atmosphère s'il y en a trop. La diapositive suivante. Oui, c'est un petit bilan en termes de maladies ravageurs. J'ai marqué pas de maladies venant du sol, c'est peut-être à nuancer, mais globalement, en fait, on n'a pas de troubles, contrairement à beaucoup de maraîchers, significatifs de maladies ou de ravageurs provenant du sol. À ce niveau de fertilité, le sol et de non-perturbation, le sol se régule très bien. On a quelques maladies ravageurs sur feuillage très classiques au niveau des ravageurs dans le sol des campagnols et des courtilières. C'est ce qui nous pose le plus de problèmes en fait aujourd'hui en termes de ravageurs et maladies. Pas plus de limaces que quand on travaille en sol nu, des pucerons, des altises, des doryphores, etc., qu'on gère par les moyens admis en agriculture biologique, c'est-à-dire phosphate de fer, savon, pyrètre, un peu de spinosade pour les doryphores, du bicarbonate, etc. Mais très peu globalement, pas de soucis majeurs liés aux maladies ravageurs. La diapo suivante, c'est la dernière de mon exposé. C'est simplement une analyse de la nématofaune du sol qu'on m'a offert. C'est Solagro qui me l'a offert, Solagro, bureau d'études toulousain. Et c'est Elisol, le laboratoire Elisol qui l'a faite, cette analyse, qui nous montre en fait, dans cette rosace-là à 6 branches, un bon score concernant la pression par... Ça, c'est une analyse de toutes les populations de nématodes. Donc, ces populations de nématodes indiquent très bons résultats au niveau pression parasitaire, niveau d'activité biologique, flux de nutriments, stabilité du milieu, diversité. Et un point rouge un peu anormal au niveau des voies de décomposition de la matière organique, à mes yeux, c'est simplement que cette analyse ayant été faite sur la partie du jardin où on a procédé à ces apports massifs de broyat, en fait, il y a sans doute une quantité d'humus stable disproportionnée par rapport à ce qu'on observe habituellement dans les sols agricoles. Mais je ne pense pas que ça ait le moindre impact négatif sur notre production. Voilà, pour terminer, un tout petit commentaire, peut-être pour introduire aussi la partie suivante, c'est que la mise au point de ces techniques, ça pour moi a été très long. Ça, mettons, une quinzaine d'années à peu près d'évolution, réduction de la surface cultivée, abandon progressif des machines, passage au paillage organique généralisé, introduction maintenant sur les deux tiers de la surface à peu près d'un couvert d'hiver systématique qu'on écrase et qui nous dispense de devoir apporter de la matière organique pour les paillages. Mais tout ça, c'est fait dans un cadre collectif, à savoir essentiellement pour nous, l'association départementale des producteurs bio, où on a toujours eu un espace de communication assez intense avec les collègues, et le réseau Maraîchage Sol Vivant, qui depuis 2012, l'année de sa fondation, a été aussi un espace, un lieu d'échange très important pour nous, entre collègues en fait, et avec quelques agronomes ou spécialistes. Voilà, j'espère avoir pas été trop long. J'ai terminé. Bonjour à tous, donc Luc Venuffel, je suis responsable de la cellule environnement à la Chambre d'agriculture, mais j'ai été pendant un certain nombre d'années responsable des actions de transfert, donc ce maillon entre résultats de la recherche, de l'expérimentation et le milieu agricole. Donc je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui pour aborder un sujet qui me tient à cœur, hein, et qui est Jean-Philippe l'a rappelé, un des 3 piliers vraiment de l'agroécologie, mais également de la protection agroécologique des cultures, c'est vraiment les mesures préventives, l'action participative, et même plus que l'action participative, je dirais l'action collective. L'action collective pour la gestion, notamment pour la gestion des bioagresseurs, c'est extrêmement important de cette action collective. Donc je vous parlerai de l'importance des mesures prophylaxiques, de l'implication des acteurs avec des notions de co-conception, co-construction, etc. Et évidemment, sans oublier, c'est toujours important, de la formation et évidemment de l'accompagnement sur le terrain. Donc, diapo.
Donc évidemment, quelques exemples de mesures prophylaxiques, c'est d'une part, on imagine bien, on voit en bas à gauche, alors évidemment, on a tendance à dire, bon, toujours mieux prévenir que guérir, alors ça peut paraître un peu bateau, mais c'est quand même extrêmement important. On imagine bien que la gestion des résidus au sein d'un système cultivé est extrêmement important. Là, on a l'image d'une fin de cycle de tomates. Si on dézoomait un peu sur cette photo, on verrait une nouvelle planche de tomates qui était installée à côté. Et évidemment, ça paraît aberrant de justement installer une jeune culture dans un milieu avec un inoculum trop important de bioagresseurs, de maladies, etc. Ensuite, tiens, Jean-Marc, tu peux peut-être cliquer 2 fois de suite. Voilà, et même une deuxième petite fois, même si j'en parlerai après. Voilà, merci. Ensuite, l'augmentorium, Jean-Philippe l'a introduit tout à l'heure. Pour moi, c'est vraiment l'outil indispensable de la protection agroécologique des cultures qui est développé depuis plusieurs années. Comme dit Jean-Philippe, ça existe depuis de nombreuses années, mais qui est développé pas mal à Réunion depuis plusieurs années. Où on a pu développer différents modèles que vous pouvez voir sur la diapo, avec en haut à gauche un modèle qui a été développé dans le cadre du projet Gamour, où un agriculteur, un producteur de chouchous dépose ses fruits piqués dedans. Un autre modèle qui pourrait être adapté pour un autre public ou un autre système de culture, peut-être des plus petites surfaces, à démultiplier sur les plus petites surfaces, qui est fabriqué à partir d'une simple poubelle de 80 litres, donc, mais qui est tout aussi efficace. Et enfin, un dernier modèle métallique en bas qui a été conçu avec des agriculteurs, adapté à leurs besoins, qui est beaucoup plus ergonomique, qui peut accueillir un plus grand volume de fruits non commercialisables et qui est adapté aux besoins des agriculteurs. Donc le fonctionnement, il est assez simple, on le reverra en image par la suite. C'est que pour l'exemple de la mouche des fruits, donc on a des membres qui sont piqués, dont les mouches ont pondu dedans. Donc l'augmentorium n'est jamais qu'une enceinte fermée, avec une voie de sortie, avec un filet à maille particulière. Donc on met les fruits piqués dans cette enceinte fermée. Logiquement, les larves, enfin les œufs et les larves de mouches des fruits sont naturellement parasités. Donc ensuite, les mouches s'y retrouvent complètement bloquées et les parasitoïdes peuvent y ressortir, donc participer à la lutte biologique par conservation. Donc on peut le voir dans les diapos suivantes. Une petite illustration du fonctionnement de l'augmentorium. Donc on a ici l'agriculteur qui ramasse systématiquement les fruits tombés au sol pour éviter la multiplication des mouches des fruits sur sa parcelle. Sur la diapo suivante, l'agriculteur jette ou dépose ses mangues piquées dans un augmentorium. Ensuite, ce qui se passe dans cette enceinte fermée, logiquement, les mouches des fruits ainsi que leur auxiliaire, donc le parasitoïde, en l'occurrence ici une petite guêpe, une micro-guêpe, se développe à l'intérieur de l'enceinte. Les mouches s'y retrouvent piégées à l'intérieur, vu la taille de la maille spécifique. Et sur la dernière diapo, on peut observer la sortie des auxiliaires qui peuvent refaire leur travail au champ en augmentant justement le taux de parasitisme directement sur la parcelle cultivée. Ensuite, autre exemple de mesures préventives, Jean-Philippe le citait, l'utilisation de plantes pièges, mais aussi il y a les stratégies de push-pull. On peut le voir ici sur la photo du centre, où on a l'impression que c'est de la canne à sucre, mais en fait c'est une cousine de la canne à sucre, c'est une poacée, c'est l'Ereonthus arundinaceus, qui est utilisée comme plante piège contre le foreur. Le boreur, c'est un petit papillon de la canne à sucre dont les larves se nourrissent de la canne, et on s'est rendu compte de l'attractivité plus importante de cette plante vis-à-vis de la canne à sucre. Donc elle est placée, par contre, en bordure de parcelle ou dans les zones non cultivées, et par contre, le papillon, le boreur, n'arrive pas à finir son cycle, la larve n'arrive pas à finir son cycle dans cette canne-là. Alors évidemment, je pense que c'était mis bien en avant par Pierre, l'importance de la gestion des cultures, que ce soit de l'association culturale, des rotations culturales, de la culture multi-étagée, donc voir le système à différents niveaux, à différentes occupations de l'espace, à différents niveaux, etc. L'importance de la gestion de l'habitat, évidemment, avec comme mesure phare, on pourrait penser aux haies, etc., mais c'est également l'enherbement permanent des sols. Donc on a pu le voir, la quantité d'arthropodes qui sont recensés au sein de ces enherbements et l'importance et les gains qui nous fournissent
pour l'exploitation. Donc, diapo suivante. Donc ensuite, on en parlait, c'est vraiment l'action collective et la participation et l'implication des acteurs dans différents schémas de décision. Donc là, j'ai pris 2 exemples, des ateliers de co-conception de systèmes de culture qu'on a réalisé dans le cadre du projet STOCK, qui est un projet Défi XP qui est piloté par l'Armée Flore et le CIRAD, où on a organisé dès le départ du projet des ateliers de co-conception avec des agriculteurs pour essayer de définir un système de culture ultra diversifié, en rupture avec ce qui se fait actuellement, avec notamment comme ligne de conduite, qu'est-ce que vous feriez chez vous, à quoi vous avez déjà pensé et n'avez pas osé franchir le pas par la prise de risque, etc. Donc on est arrivé à, évidemment, ces ateliers sont finalisés par un maquettage des 3 systèmes cultivés et ensuite à la mise en place de ces 3 observatoires sur 3 sites, enfin sur 3 sites différents. Ensuite, autrement important, j'ai pris l'exemple d'un atelier qu'on avait fait sur j'ai pris l'exemple sur un atelier qu'on a réalisé dans le cadre de la conception de l'augmentorium que je vous montrais. J'aurais pu prendre un plus récemment où on a construit et co-construit une nouvelle machine adaptée aux besoins de la profession. Donc c'est vraiment très important ce genre d'atelier. C'est que d'une part, ils ressortent, les agriculteurs repartent avec évidemment l'outil qui est ici l'augmentorium, mais c'est aussi, ça permet aussi d'adapter au mieux l'outil à leurs besoins, de faire un outil ergonomique et derrière la satisfaction, pour l'agriculteur évidemment, il est satisfait d'avoir l'outil et de pouvoir le ramener, mais vraiment derrière aussi, on voit bien que l'agriculteur s'approprie et adapte aussi l'outil en fonction de ses besoins, quoi, et éventuellement le réaménage et en fabrique et en réadapte d'autres. Ensuite, diapo suivante, ça sera la dernière sur l'importance, toujours, cette importance de la formation, de l'accompagnement. Donc, que ce soit de la formation continue sur des formations plus ou moins courtes d'initiation à l'agroécologie, à la reconnaissance des auxiliaires, à la protection agroécologique des cultures. Une spécificité aussi à La Réunion, c'est que suite au projet Biophyto, il y a une formation qualifiante qui a été mise en place, un certificat universitaire de qualification professionnelle en protection agroécologique des cultures, où on a un peu plus de 70 agriculteurs qui ont pu être formés et être diplômés. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans cette cadre de cette formation, on a pu développer des outils un peu pédagogiques, un peu innovants, avec des serious games. Là, on voit par exemple un jeu auquel participaient les agriculteurs. Donc, évidemment, ce transfert, ce transfert passe aussi par des journées techniques pour justement échanger, susciter l'échange entre les professionnels, entre les producteurs sur ce changement de pratique. Et dernière chose, c'est la nécessité de cet accompagnement sur le terrain. C'est sûr qu'il est plus que jamais nécessaire. On a un peu changé. Évidemment, le rôle de conseiller sur le terrain ou d'animateur a beaucoup changé et change beaucoup actuellement et en pleine mutation avec ce changement de pratique, ce changement de voir les choses, de voir le système cultivé. On n'est plus dans une logique de questions-réponses où on est vraiment sur une construction de solutions entre le technicien, l'agriculteur, etc. Ou même l'agriculteur, un dernier me disait lors d'une dernière journée technique en disant « ça fait des années que j'écoute les techniciens, mais je ne prends pas spécialement en compte les réponses qu'ils peuvent m'apporter, mais voilà, j'enregistre tout et je construis mes solutions. » Et c'est vrai que ça fait extrêmement plaisir d'entendre ça. Et pour finir, toujours sur l'accompagnement, à La Réunion notamment, on utilise entre guillemets l'outil, le label, enfin l'outil que sont les GI2E, les groupements d'intérêt économiques et environnementaux, où ça permet de soutenir des actions collectives et le changement de pratique chez les professionnels. Merci à vous tous. Donc, merci Jean-Philippe, Pierre, Luc. Donc, il y a un certain nombre de questions qui sont arrivées sur le chat. Et j'ai donc passé la parole à Sophie qui va les reformuler aux différents intervenants. Sophie. Oui, donc bonjour à tous. Donc effectivement, on a eu un certain nombre de questions. Donc peut-être une première série de questions qui s'adresse à Pierre Besse.
Des questions pour savoir bon, ce que vous utilisez dans les boîtes de conserve contre les limaces. Des questions aussi, je vais vous en poser 2 ou 3, comme ça vous pourrez répondre en bloc. N'y a-t-il pas des risques avec l'apport de gazon en paillage, d'apport de pesticides sur les parcelles et quelles sont les règles auxquelles vous êtes soumis en termes de quantité et de qualité d'apport de biomasse sur vos parcelles? Concernant la protection des plants de courge au démarrage, sur la photo, on voyait beaucoup de conserves en verre qui servent en fait à coiffer, avec lesquels on coiffe le plant le soir et on le décoiffe le matin de façon à le protéger pendant la nuit des limaces. Donc là, c'est une pure protection physique, il n'y a rien dedans. Quand le plant est trop gros pour rentrer dans le bocal, en fait, on arrête ce système. Et si le risque limace persiste à un degré trop élevé, on passe au phosphate de fer, ferramol exactement, c'est-à-dire le seul anti-limace autorisé en bio à ce jour. Très peu toxique et a priori non problématique, non préoccupant, disons. Concernant le risque d'introduire des pesticides avec du gazon importé sur la ferme, bien sûr. C'est vrai pour toutes les matières organiques. Disons, nous, on s'en tient aux réquisitions du cahier des charges du label bio qui nous certifie. Ce label, c'est le label européen, nous autorise à faire entrer sur notre ferme des matières organiques de provenance diverses sous certaines conditions et sous le regard attentif du certificateur qui nous attribue ce label. Donc, pas de paille de céréales raccourcie aux hormones, pas d'effluents d'élevage industriel pour des raisons d'hormones et d'antibiotiques, etc. Et par contre, bon, des matières sporadiquement polluées par un passage des pesticides, ça nous arrive très certainement. Mais ça fait partie, disons, de la marge de tolérance que le label bio admet à ce jour. Et donc, on s'en tient là et on fait attention. Mais je ne pense pas que ce soit, disons que c'est un problème qui se résoudra quand ces pesticides seront sortis du marché, en fait. Quantité et qualité, bon, sur la qualité, je viens un peu de répondre comme je peux, mais sur la quantité, en fait, comment dire, d'un côté, étant en zone vulnérable par rapport au nitrate, je suis supposé, pour les apports de fertilisants, me maintenir à moins de 170 ou 180 unités d'azote par hectare et par an. Mais les amendements organiques, bois broyé brut, tonte de gazon brut, etc., je ne sais même pas trop si ça rentre précisément dans la catégorie des fertilisants et si c'est sujet à ce genre de restrictions. Pour l'instant, je n'en tiens pas compte. Comment dire, je pense que dans les conditions où j'applique ces matières organiques, je ne crois pas ni générer de pollution des nappes, ni de risque de concentration excessive de nitrate ou de nitrite dans les feuilles de mes salades ou de mes épinards, par exemple. Je pense que c'est des... Voilà, on n'utilise jamais d'engrais ni organiques ni synthétiques, proprement dit. Et donc, voilà, après nous, la quantité, on la règle en fonction de l'efficacité dans la gestion de l'herbe, en fait. Ce qu'on cherche avec les matières organiques, c'est un écran, c'est une occultation, c'est un antigerminatif, en fait. Une occultation qui empêche les semences d'adventices de germer. Ce n'est pas efficace contre les vivaces, mais dès que l'épaisseur est suffisante, ça fonctionne très bien comme antigerminatif. Voilà, je pense que pour l'instant, on a une marge de manœuvre importante, tout en restant dans le cahier des charges bio. Merci Pierre. J'ai des questions qui s'adressent peut-être plutôt à Jean-Philippe Deguine. Donc, vous nous avez montré des exemples réussis de baisse de l'utilisation des pesticides en verger, culture maraîchère. Est-ce que éventuellement vous avez d'autres exemples à nous proposer? Est-ce que les réussites que vous nous avez montrées, elles se traduisent aussi sur les prix des produits maraîchers ou des mangues?
Est-ce que ça peut se traduire éventuellement par un affichage spécifique auprès du consommateur? Et puis aussi une deuxième question sur le fait que à La Réunion, beaucoup de surfaces sont occupées par la canne à sucre, culture consommatrice d'herbicides pour lutter contre les adventices. Et du coup, quelle est la marge de manœuvre pour réussir une transition aussi réussie en canne à sucre? Merci pour les questions. Sur la première question, sur les exemples réussis de réduction de pesticides, moi je vais même jusqu'à l'arrêt de pesticides. Alors si on regarde par exemple, puisque c'est un webinaire à la fois DOM et France métropolitaine, dans les DOM, à La Réunion, il y a donc les exemples des projets qui ont été mis en place sur des cultures fruitières, hein, avec l'exemple que je vous ai donné sur la mangue. Il y a également des chiffrages qui ont été faits sur les cultures maraîchères. Par exemple, je vous ai parlé du chouchou. Sur le chouchou, on a totalement supprimé l'utilisation de pesticides, puisqu'actuellement on est arrivé à une surface qui est de l'ordre de 2/3 des surfaces en agriculture biologique, donc sans aucun pesticide, ni aucun biopesticide, alors qu'il y a 15 ans, les treilles de chouchou étaient traitées plusieurs fois par semaine. Dans les autres DOM, il y a également des expériences qui sont assez probantes, à la fois en Martinique et en Guadeloupe, qui montrent des réductions très importantes de pesticides sur des cultures fruitières et maraîchères, mais également sur d'autres cultures telles que la banane. En France métropolitaine, on a eu l'exemple de Pierre, qui est assez parlant, hein, qui au bout de 17 ans nous parle simplement d'utilisation de pesticides de biocontrôle en curatif, en tout dernier ressort. Et puis, il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui qui sont conduites de manière participative par l'INRAE, avec beaucoup d'instituts techniques et des associations, des organisations de producteurs. Il y a par exemple, je prendrai qu'un exemple, c'est le réseau OPEST, qui montre dans un certain nombre de situations, je crois une bonne dizaine sur l'étendue du territoire métropolitain, donc des mesures qui tendent à montrer qu'effectivement, on peut faire de très fortes réductions de pesticides. Alors ça m'amène à quand même apporter des éléments de discussion là-dessus. Le premier, c'est de dire que on est aujourd'hui dans une phase d'accumulation de résultats sur justement ce type de critères. Qu'est-ce que la protection agroécologique apporte par exemple sur le plan de la restauration de la biodiversité, sur le plan de la restauration de la santé du sol, etc., et sur la réduction des pesticides. Donc on est dans cette phase-là. Et vous avez vu, Pierre l'a rappelé dans son exploitation, il parlait de 17 ans. Moi, je vous ai parlé d'acquisition de résultats sur la douzaine les dernières douzaines d'années. C'est quelque chose qui demande beaucoup de temps. D'une part sur l'échelle temporelle, mais également des conditions particulières, puisque ce ne sont pas des mesures qui peuvent être enregistrées dans des essais expérimentaux type station de recherche, mais vraiment en milieu producteur sur de très grandes surfaces, puisque c'est pratiqué par les agriculteurs. Et donc ça demande des temps de préparation, des temps d'accumulation, d'acquisition de résultats, des temps d'évaluation des performances de cette protection qui demandent énormément de temps. Voilà, donc les exemples, ils sont en train de s'accumuler, ils convergent tous dans le même sens, et je dirais que c'est un moindre mal qu'on réalise avec la protection agroécologique des cultures, de fortes réductions de pesticides, puisqu'on est dans une approche de reconception des systèmes de culture et non pas dans une approche d'efficience ou de substitution, hein, pour reprendre dans l'approche de Hillet-Macrae. Donc les économies de pesticides attendues et observées sont beaucoup plus importantes que les quelques économies qu'on pourrait faire à partir de substitution de pesticides. En ce qui concerne, je crois, Sophie, tu disais, il y avait donc une petite question sur la valorisation des produits commerciaux.
Oui. Aujourd'hui, l'agroécologie, en tout cas la protection agroécologique, n'est pas un cahier des charges, contrairement à ce que peut représenter l'agriculture biologique. Et aucune valorisation, à ma connaissance, n'est enregistrée pour les productions qui sont issues des productions des systèmes agroécologiques. Mais ça pourrait être envisagé. Hein. À La Réunion, on a travaillé sur des mentions communicantes qui permettaient de reconnaître des denrées, en particulier la mangue, qui ne recevaient pas de traitement dans des systèmes agroécologiques. Hein, il y avait des mentions communicantes du type je protège mon île, je protège la biodiversité. Ce sont des petits logos qu'on colle sur les fruits et qui pourraient voilà, apporter une façon, un moyen d'avoir une plus-value financière. Mais disons que ce n'était pas l'objectif. Je pense qu'il y a un peu pour tout. Et il faut peut-être se méfier aussi de l'accumulation des différentes façons de valoriser. On a déjà l'agriculture biologique qui est aujourd'hui maintenant bien reconnue. La deuxième question, elle portait sur les expériences en matière de canne à sucre. Alors, la canne à sucre, c'est très clair. La canne à sucre est une culture économe en pesticides, sauf en herbicides. Et je crois que le principal enjeu, le principal objectif pour la canne à sucre, en particulier à La Réunion, le domaine que je connais le mieux, et je vais laisser Luc répondre parce qu'il connaît très bien cette culture, c'est évidemment de réduire très fortement l'utilisation des herbicides. Et je pense que l'objectif qu'on pourrait se fixer sur la canne à sucre, c'est la canne à sucre bio dans quelques années. Luc, si tu veux compléter. Oui, je peux confirmer déjà ce que tu dis. Hein. C'est vrai que au final, la culture de la canne est assez peu consommatrice en produits phytosanitaires, hein, uniquement en herbicides, mais je vous l'accorde, c'est déjà trop. On est sur, bon, on parlait d'IFT tout à l'heure, on est sur un IFT régional pour la canne de 3,4. Donc, par rapport à d'autres cultures, alors c'est sûr que la culture de la canne est majoritaire à La Réunion, hein, ça occupe plus de la moitié de la surface, cultivée. Il y a énormément de changements qui s'opèrent sur les pratiques de la canne. On a un certain nombre de producteurs qui s'engagent sur le cahier des charges bio sur la canne à sucre. Mais également un certain nombre de producteurs aussi qui s'interrogent sur l'avenir de la filière avec soit un changement de destination de la transformation de la canne ou vers la diversification à la place de la canne à sucre, culture fruits et légumes. Il y a des questions aussi qui me concernent plus particulièrement. Okay. Concernant la production l'utilisation d'augmentorium pour produire des parasitoïdes, donc c'est un exemple de réussite sur le territoire de La Réunion, mais il semble qu'ailleurs ce soit peut-être un peu moins évident. Est-ce que tu as des exemples ou des informations sur l'utilisation ailleurs qu'à La Réunion de ce type de procédé? Oui, alors on a des retours de cet outil, l'augmentorium, a été adapté d'une pratique déjà réalisée sur Hawaï, où on a plusieurs success stories là-bas sur le territoire, donc il y a pas mal de similitudes avec le territoire réunionnais. Après, je sais que l'outil est en train d'être développé en pas mal d'endroits en métropole sur d'autres ravageurs d'autres bioagresseurs que la mouche des fruits, mais j'ai pas spécialement de retour. Donc par contre, j'ai aucun retour négatif sur l'utilisation de l'augmentorium à d'autres endroits ou voire même ici sur le territoire. D'accord, il n'y a pas d'information sur le risque de sortie en fait, du dispositif. En fait, je peux apporter un complément si vous voulez, hein, pour dire que c'est un outil qui est très ancien, qui est utilisé depuis des siècles en Afrique, alors avec peut-être des outils un peu plus rudimentaires, mais toujours dans une optique de favoriser des insectes utiles et défavoriser des bioagresseurs, en particulier donc sur des cultures comme les céréales africaines, le sorgho, le mil, etc.
Et puis, je sais que en France, c'est un outil qui est étudié de près pour la gestion de la mouche de l'olive, mais également en Europe sur un certain nombre de lépidoptères qui sont des bioagresseurs de certaines cultures. Voilà, donc c'est quelque chose qui est assez méconnu. Et à mon avis, c'est tout simplement parce que c'est quelque chose de très simple et qui peut se fabriquer sans être vendu. Voilà, donc c'est un objet qui, a priori, ne présente que des avantages, ne coûte pas cher et qui peut même être utilisé comme lieu de compostage, en mélangeant par exemple des détritus de fruits avec de la matière organique, avec de la matière végétale pour pouvoir faire des composts. Donc c'est un outil, à La Réunion, on l'a appelé outil 3 en 1, destruction de bioagresseurs, production d'auxiliaires et lieu d'amendement, de production d'amendements organiques. Voilà, mais c'est un objet très ancien. Merci. Petite question pour Pierre Besse. Qu'est-ce que vous utilisez pour lutter contre les courtilières? Et puis une question un peu moins peut-être évidente, mais est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots comment vous avez effectué le choix de vos associations et de rotation et s'il n'y a pas un risque à répéter ces rotations? Concernant la courtilière, pour l'instant, c'est une question ouverte pour nous. Pour l'instant, sur les parties les plus infestées, où on a vraiment les plus gros problèmes, en fait, on prend la fuite, on met en jachère pendant 2 ans, 3 ans, en estimant que la jachère sèche est défavorable à la courtilière, qui est remplacée par les grillons, en fait. Mais bon, ça nous coûte en termes de travail. Voilà, concernant la courtilière, ça justifierait, à mon sens, un travail collectif entre agriculteurs et chercheurs pour voilà, mettre au point. Peut-être l'augmentarium pourrait nous servir à voir. Pour l'instant, c'est une question ouverte. Le choix des associations et des rotations, alors ça c'est important. Moi je crois que le principe des rotations, qui est une des bases de l'agriculture bio et une des bases de l'agroécologie au sens large, est un peu à relativiser dans nos contextes maraîchers quand on est sur des sols très riches, comme les nôtres là, enfin ou une partie des nôtres. Je crois qu'on peut jouer avec la nécessité des rotations. Nous, on s'est amusé un peu, en marge d'ailleurs, quelque part, ou en contradiction avec le cahier des charges bio qui nous interdit de refaire plus de 2 fois de fil la même culture, normalement. On s'est amusé à remettre de la courge 10 ans de fil au même endroit, sur un sol en très bon état, dans le genre de cadre que je vous ai montré tout à l'heure, sans inconvénient en termes de fertilité ou en termes sanitaires. Ceci dit, bon, on produit 35 espèces de légumes différents, et donc avec les couverts végétaux, ça fait une 40aine d'espèces. Donc on est quand même sur un système très diversifié à la base. Alors après, comment on a choisi? Bon, les couverts végétaux, on en cultive qu'en hiver. Et notre couvert de base, quand il est cultivé, c'est le mélange radis d'hiver que je vous ai montré associé à de la fève-rolle. Ou alors c'est le couvert spontané, fondé sur le gaillet gratteron, mais dans lequel il se trouve fréquemment beaucoup de graminées de cycle hivernal, comme le brome stérile typiquement, qui fonctionne très bien quand il est associé à suffisamment de gaillet gratteron, parce qu'à ce moment-là, au moment où on l'écrase, le gaillet gratteron l'empêche de se relever, on n'a pas besoin d'artifices comme le Rolofaca ou d'interventions lourdes pour le gérer, quoi. Mais bon, tout ça c'est fait à la fois par l'observation directe dans le jardin, à la fois par la lecture des références, notamment issues du CIRAD de l'équipe de Lucien Segui dans les années 2000. Et puis on voyait faire les céréaliers autour de nous aussi qui écrasent des couverts d'hiver au Rolofaca avant de mettre en place les cultures d'été, ici à Métropole. Voilà, ça s'est fait comme ça. Donc je voudrais juste dire que, bon, on a une contrainte majeure qui est celle pour nous de l'efficacité de notre travail. En fait, donc il nous faut des techniques qui soient plutôt plus rapides, plus simples, plus efficaces que les techniques classiques de travail de sol et entretien par sarclage. Donc voilà un peu sur les critères de choix.
Écoutez, nous arrivons à la fin de ce webinaire et nous remercions donc nos 3 intervenants ainsi que tous les participants. Alors, il reste quelques questions auxquelles nous n'avons pas eu le temps de répondre et donc nous allons le faire via Animation Rita. Donc, l'enregistrement sera disponible sous peu sur la chaîne YouTube des Rita, donc les Rita dans les DOM. Et donc, vous êtes cordialement invités à participer au prochain webinaire qui aura lieu le mercredi 16 juin, toujours à 13h30 heure métropolitaine, et dont le sujet sera sur la maîtrise de l'enherbement et de la fertilité des sols en système Cagné. Voilà. Donc les informations et le lieu d'inscription vous parviendront sous peu et surtout n'hésitez pas à faire passer l'information dans vos réseaux. Nous vous invitons par ailleurs à suivre notre actualité sur notre site coatis.rita-dom.fr en haut à droite dans votre écran. Et donc merci à toutes et à tous et à très bientôt.